Le président de la transition a installé officiellement les membres du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Ils ont pour mission de faire le diagnostic des maux qui minent la société. Également, nous reviendrons dans ce journal sur ces différents accords obtenus grâce à des interventions étrangères ou des négociations en dehors du pays. La poésie et le slam pour sensibiliser sur les droits de l'homme, c'est la démarche de la Commission nationale des droits de l'homme. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal de 13h. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a officiellement mis en place le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Ce comité fort de 140 Maliens est présidé par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Toutes les couches sociales y sont représentées. Une crème de la société civile malienne qui se doit de créer les conditions permettant de laver le linge sale en famille. Un linge sale qui n'aurait jamais dû sortir de la famille selon le président de la transition. Pour le colonel Assimi Goïta, il est urgent de réinstaurer la paix et réconcilier tous les fils du Mali. Le chef de l'État est convaincu que le dialogue entre Maliens est la seule clé pour ouvrir cette porte. Nous l'écoutons au micro de Sira Batili. La présente cérémonie marque le début d'un processus destiné à aboutir à l'apaisement des cœurs et au retour de la grande fraternité légendaire entre les filles et les fils de notre nation. Il me plaît donc de vous adresser mes salutations cordiales et mes remerciements pour votre engagement à tous pour cette grande cause nationale. Mesdames et messieurs, le peuple malien qui a souffert le martyre durant des années revient de loin. En des moments de son histoire récente, certaines personnes n'auraient pas parié sur la possibilité pour lui de reconquérir ses terres, encore moins de réconcilier ses enfants. Oui, le Mali éternel a vacillé, mais il ne s'est pas écroulé, contrairement à certaines prédictions. Mesdames et messieurs, nous devons cela à notre histoire millénaire, marquée par l'existence des grands empires et royaumes qui ont réalisé un brassage socio-culturel donnant naissance à des communautés ayant toujours vécu en symbiose et dans la complémentarité. Elles ont ainsi mis en place des systèmes d'échange mutuellement bénéfiques entre les produits de l'agriculture, du pastoralisme, de la pêche et de l'artisanat, et créant de fait un contexte économique harmonisé. Sur le plan sociologique, nos ancêtres ont inventé des institutions et des relations sociales qui ont créé l'harmonie et la solidarité entre les personnes et les groupes. Une de ces institutions, la parenté à plaisanterie, autrement dit le sinanguya, qui est un véritable ciment social et qui crée des liens quasiment sacrés entre différents groupes ethniques. Mesdames et messieurs, même au plus fort de la crise multiforme que traverse notre pays, pendant que les services de l'État s'étaient retirés de certaines localités, c'est le tissu social, pétri de solidarité et d'humanisme, qui a permis aux populations de se supporter pour mieux envisager l'avenir. C'est justement pour cette raison que les ennemis de notre peuple ont essayé de créer la mésentente entre nos populations pour les entraîner dans des conflits intracommunautaires et intercommunautaires. C'est ainsi que plusieurs de nos communautés ont été endeuillées par des assassinats de femmes, d'enfants et de vieilles personnes. Nos forces de défense et de sécurité, dans leur mission régalienne de protection du territoire, des personnes et des biens, ont également payé un lourd tribut. Mesdames et messieurs, et ces conflits ont eu également pour conséquence de désorganiser les économies locales en empêchant les populations de s'adonner à leurs activités quotidiennes. Ainsi, des communautés entières ont été plongées dans une extrême précarité et ont dû quitter leur terroir pour devenir des réfugiés ou des déplacés, compromettant l'avenir de toute une génération d'enfants par manque d'éducation adéquate.
C'est le lieu de rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires de cette dure épreuve imposée à notre pays par des personnes qui ne sont motivées que par l'idée d'installer et d'entretenir une économie criminelle au détriment du peuple. Je voudrais aussi saluer la résilience dont l'ensemble du peuple malien a fait preuve et qui nous a permis de maintenir le cap malgré l'adversité que nous affrontons quotidiennement. Mesdames et messieurs, grâce à la bravoure et au don de soi des femmes, notre État a recouvré son autorité sur l'ensemble du territoire dont certaines avaient voulu faire une enclave en ayant pris le soin d'opposer les enfants du même pays. Cette unité retrouvée par notre peuple a été saluée par l'ensemble de ses filles et fils, et fiers de leur histoire commune et animés par un fort sentiment patriotique et la volonté ferme de recoudre le tissu social malheureusement fragilisé par les conflits inutiles. Aussi, nous avons décidé de créer les conditions d'un dialogue entre les filles et les fils de notre peuple, conduits par eux-mêmes en vue de restaurer la paix, de consolider l'unité nationale et de raviver le vivre ensemble. Ceci était d'une urgente nécessité, tant l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger était devenu pour certains acteurs un fonds de commerce et un moyen de prolonger la souffrance de nos populations meurtries. Oui, c'est bon. Tamaracet, Ouagadougou, Alger, que d'escales à l'extérieur du pays dans le cadre de la recherche de solutions aux différentes crises qui ont secoué le nord du Mali. Le dernier accord en date, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, a été signé ici à Bamako. Mais il aura fallu près de 9 mois de négociations dans la capitale algérienne pour obtenir ce résultat. Désormais, les autorités maliennes ont décidé que le linge sale se lavera en famille à travers un dialogue intermalien initié par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le comité de pilotage du dit dialogue a été désigné par décret. Il sera installé aujourd'hui même dans ses fonctions, lundi 5 février au palais de Koulouba. Vous avez vu tout à l'heure les images. En prélude à cet événement, retour en images sur ces différents accords obtenus grâce à des interventions étrangères ou des négociations en dehors du pays. Yaya Konaté. Elle était partie pour être une date mémorable dans l'histoire du Mali, celle où les Maliens, après cette autre rébellion au nord du pays, avaient décidé de fumer ensemble le calumet de la paix. Le 15 mai 2015, à Bamako, le gouvernement du Mali et certains groupes armés qui seront rejoints quelques jours plus tard par les autres apposaient leur signature au bas du document intitulé « Accord pour la paix et la réconciliation nationale » issu du processus d'Alger. Aux côtés des signatures des acteurs maliens, celles de représentants de plusieurs États et organisations au nom d'une médiation internationale. Des signataires qui, initialement, devaient servir de garants pour la tenue des engagements pris à Alger. Près de 10 ans après, constat d'échec, l'accord est inapplicable. Le gouvernement annonce sa fin avec effet immédiat. Un accord inapplicable donc, obtenu cependant à l'issue d'un long processus, le processus d'Alger. C'est en effet dans la capitale algérienne que le gouvernement et les groupes armés du Nord s'étaient retrouvés pour tenter de surmonter leurs différends avec l'appui d'une médiation internationale. Le monde entier semblait se retrouver alors au chevet du Mali. 5 rounds de négociations en 9 mois pour aboutir à un document dit consensuel, mais qui laissait cependant toutes les parties sur leur faim. Si l'accord pour la paix et la réconciliation nationale était le dernier compromis en date signé entre les parties maliennes, il faut dire qu'il s'inscrivait dans une longue tradition de rencontres à l'extérieur du pays pour résoudre la crise malienne. Les précédentes négociations entre le gouvernement et les groupes armés remontaient à 2 ans plus tôt. C'était en juin 2013 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les 11 jours de discussion avaient permis, entre autres, d'ouvrir la voie à la tenue de l'élection présidentielle de juillet 2013 dans la ville de Kidal. Mais l'histoire des médiations extérieures dans le conflit malien remonte beaucoup plus loin. Il y a eu en effet l'accord de Tamanrasset en janvier 1991, le pacte national en avril 1992, les accords d'Alger du 4 juillet 2006. Autant d'arrangements obtenus donc à l'extérieur avec, selon de nombreux observateurs, des conséquences sur l'intégrité du Mali et la souveraineté de l'État malien.
Désormais, les autorités maliennes ont donc décidé que le linge sale se lavera en famille et non ailleurs sur la place publique. Ce sera à travers un dialogue intermalien, un dialogue purement national. Annoncé par le président de la transition dans son discours de Nouvel An, cette tribune est censée permettre une appropriation nationale du processus de paix et l'élimination des racines des conflits communautaires et intracommunautaires. La préparation et l'organisation du dit dialogue sont confiées à un comité de pilotage nouvellement désigné à cet effet. C'est dire donc que pour achever le processus de pacification et de réconciliation, le Mali comptera sur ses propres forces, ses ressources internes, mais aussi les mécanismes endogènes qui nous ont toujours permis de gérer les situations conflictuelles. Pays de dialogue, le Mali l'est et le demeure puisque la pratique fait partie de nos valeurs et de notre héritage culturel. D'ailleurs, nos autorités y ont fait recours à plusieurs reprises récemment à la faveur du dialogue national inclusif ou encore des assises nationales de la refondation. Cette fois-ci, il s'agit de marcher ensemble vers une paix définitive, celle qui permettra de bâtir des actions pérennes de développement fondées sur l'unité nationale et le vivre ensemble comme prôné par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. La faculté des sciences administratives et politiques de Bamako a servi de cadre à la tenue d'un concours de déclaration, de poésie et de slam sur les droits de l'homme, une activité organisée par la Commission nationale des droits de l'homme dans le cadre de la promotion de la culture des droits de l'homme au Mali. Aliou Abdoulaye Touré. Ce concours de poésie et de slam sur les droits de l'homme met en compétition les étudiants de différentes facultés. C'est une initiative de la Commission nationale des droits de l'homme. L'objectif est de promouvoir les droits de l'homme chez les plus jeunes. La promotion des droits de l'homme s'inscrit parmi les missions assignées à la Commission nationale des droits de l'homme. Et pour instaurer une culture des droits de l'homme, il s'agit évidemment pas seulement de s'adresser aux adultes, mais aussi s'adresser à la couche juvénile. Ceux-ci que nous considérons comme les adultes de demain. La compétition s'articulait autour de quelques thématiques comme l'esclavage, le mariage forcé, les violences basées sur le genre. Les candidats étaient évalués sur la base des critères bien précis. Le premier critère, c'était la pertinence. Le deuxième critère, c'était l'éloquence. Comme on dit en français simple, comment il arrivait à accrocher son public. Alors, le troisième thème, c'était l'efficacité de la poésie qu'il avait construite ou l'islam qu'il avait construit. Pour cette première édition, ils sont 15 candidats qui ont été évalués par les membres du jury. À l'issue de la cérémonie, 3 meilleurs slameurs ont été primés pour la qualité de leurs prestations. Chacun des candidats est engagé pour la cause des droits de l'homme et je suis pratiquement ému d'avoir été classé premier, mais cela ne veut pas dire aussi que les autres ne méritent pas et il fallait un gagnant et pour cela j'ai gagné. Les jurys ont estimé que j'ai gagné et là je suis satisfait du résultat. Les 3 lauréats ont reçu chacun un chèque symbolique de 150 000 francs pour le premier, 100 000 francs pour le deuxième et 50 000 pour le troisième. Et ce communiqué du ministère de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a l'honneur d'informer les structures, organisations et personnalités invitées que les rencontres respectivement prévues les 5 et 7 février 2024 à 16h au CICV avec le Premier ministre chef du gouvernement sont reportées à des dates ultérieures. Fait à Bamako le 5 février 2024. Sur un tout autre plan, les rideaux sont tombés sur la 9e édition de la Nuit de l'entrepreneuriat. Elle a été marquée par des témoignages et la remise de distinction aux meilleures entreprises qui se sont illustrées en 2023. Aliou Abdoulaye Touré pour plus de détails. C'est par un dîner gala qu'a été clôturée la 9e édition de la Nuit de l'entrepreneuriat. La Nuit de l'entrepreneuriat est une rencontre qui réunit chaque année les chefs d'entreprise, les porteurs de projets, les partenaires techniques et financiers avec comme objectif de valoriser les initiatives entrepreneuriales.
C'est l'occasion d'encourager, de remercier l'organisateur, M. Bouba Traoré, qui a commencé il y a 9 ans. C'est pour dire à la jeunesse que quant à la volonté de réussir, il n'y a pas de raison qu'on réussisse. Je trouve que c'est important pour les entrepreneurs de partager leur expérience avec les jeunes. Et j'étais encore plus ravi de voir que dans la salle aujourd'hui, parmi les jeunes, il y avait beaucoup de jeunes filles. Nous devons faire la promotion de nos jeunes et surtout les jeunes filles, les inciter à rêver plus grand et à être des capitaines, pourquoi pas des capitaines d'industrie demain, ceux qui créeraient de la valeur ajoutée et des emplois directs et indirects. L'initiative consiste également à offrir un cadre d'échange d'expériences pour les plus jeunes, une opportunité pour eux de nouer des liens avec les entrepreneurs les plus expérimentés tout en mettant la lumière sur les talents locaux et ceux de la diaspora. L'objectif, c'est de créer une synergie, c'est de créer entre les entrepreneurs un lien, et surtout notamment la diaspora. La nuit de l'entrepreneuriat a été marquée par la remise de trophées de reconnaissance aux meilleures entreprises qui se sont illustrées courant 2023. Pour permettre une intégration rapide et efficace des écoles coraniques dans le système éducatif malien, une journée de plaidoyer a été initiée par un consortium d'associations et d'ONG. Un consortium composé du réseau Islam Population et Développement et de Search of Common Ground. Entre autres, il s'agit pour ces organisations d'échanger sur les difficultés de l'éducation coranique dans les écoles et mettre en place un plan permettant de prendre en compte les écoles coraniques dans le système éducatif de notre pays. Un reportage de Bokari Koulibaly. Accélérer les processus d'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif malien, c'est tout le sens de cette journée de plaidoyer, une initiative d'un consortium d'associations et d'ONG dans le cadre du projet GISRA. Les acteurs devront analyser, discuter et proposer une stratégie d'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif malien. Les écoles coraniques au Mali sont les premières institutions éducatives structurées et il est donc très gênant qu'elles ne soient pas formellement considérées comme telles, malgré le nombre important des enfants et les maîtres coraniques touchés par le processus. J'espère que cette journée de plaidoyer nous permettra de sortir avec des recommandations fortes qui nous permettront à fédérer toutes les énergies nécessaires à l'intégration tant attendue des écoles coraniques dans notre système éducatif. L'ambition d'intégrer les écoles coraniques dans le système éducatif est l'une des visions clés du département chargé des affaires religieuses. Il s'engage à accompagner les initiateurs de la journée en vue de la valorisation des écoles coraniques. L'intégration de cette catégorie de transmission du savoir est en phase avec la vision des plus hautes autorités de la transition. Elle permettra, et sans nul doute, de prendre en charge une frange importante de la société malienne et de leur assurer une éducation de qualité. L'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif devra également permettre de mieux organiser les secteurs pour le grand bonheur des apprenants et autres acteurs. La mission d'évangélisation et d'implantation des églises a organisé ce jeudi à l'église de Konaté-Bougou une journée spéciale de prière pour la nation. L'objectif est de prier pour que le Mali puisse sortir de la crise multisectorielle qu'elle traverse. Les fidèles chrétiens ont répondu présents et compte rendu de Dossé Babadjara. Accompagner les femmes dans leur mission de défense et de sécurité et aider les pays à faire face aux grands défis de l'ère. Ce sont là les objectifs de cette journée spéciale de prière pour la nation. Elle est initiée par l'église évangélique de Konaté-Bougou dans le cadre des 40 jours de carême des chrétiens. Dieu aime ce pays. Il ne nous a pas oubliés. Il se peut que beaucoup de gens se posent des questions. Quel est l'avenir et la destinée de cette nation, vu les multiples crises? Selon la parole que nous avons reçue, c'est que Dieu a la destinée de cette nation et il mènera tout à bonne fin. Ainsi, les fidèles ont fait des prières et adorations. Celles-ci étaient relatives notamment au retrait du Mali de la CEDEAO, à la sécurité
et à la souveraineté territoriale du pays, sans oublier la gestion de la chose publique, la cohésion entre les États membres de l'Alliance des États du Sahel et le dialogue direct intermalien. La cérémonie est une cérémonie idéale pour nos objectifs à la GMPM, qui est d'exhorter les frères et sœurs en Christ, les églises, à prier, à gêner, à intercéder pour nos autorités, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Nous sommes venus au nom du ministre témoigner de la reconnaissance des plus hautes autorités à cette communauté pour l'organisation de cette journée de prière pour la nation malienne. Parce que cet acte qu'ils sont en train de poser, c'est un acte patriotique. La mission d'évangélisation et d'implantation des églises appelle la communauté chrétienne à s'investir pour que le Mali puisse sortir de cette crise multidimensionnelle. Amen. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies, CDC, est une organisation américaine qui appuie le gouvernement du Mali dans le domaine de la santé. Son directeur adjoint est en visite à Bamako depuis quelques jours. Après sa rencontre avec les techniciens du terrain, avec la Direction générale de la santé, il s'est prêté à une conférence de presse. Au cours de cet exercice, M. Nirav dit avoir réussi sa mission et est ravi de cette coopération avec les autorités maliennes. Ces propos ont été recueillis ici par Benogo Fofana. And so far, our visit has been a complete success. L'objectif a été atteint, ce voyage a été un succès. On a pu discuter et comprendre quelles sont les priorités. On a un plan et on est très satisfait de ce qu'on a appris pendant ces derniers jours. On a discuté avec la ministre et on a discuté avec les autres, nos collègues aussi, comment et quels sont les besoins dans ce sens-là pour relever le plateau technique. Avoir un laboratoire quand même qui est assez compétent pour pouvoir faire les diagnostics est extrêmement important et essentiel. Donc dans beaucoup de cas, il y a le plateau technique, il y a des équipements qui sont là, mais ce qui fait défaut, c'est la formation, cette capacité de pouvoir manipuler et d'utiliser ces équipements. Nous avons discuté aussi avec nos collègues des possibilités pour que les Maliens puissent être impliqués dans des programmes d'échange, de formation et surtout pour relever la capacité des techniciens. Le deuxième domaine aussi, c'est la formation des épidémiologistes. Avoir des épidémiologistes qualifiés, compétents, est quelque chose d'essentiel pour que le pays puisse être dans une position de détecter et de répondre. Il y a actuellement une épidémie de dengue et une chose qu'on a discuté avec la ministre hier, c'était encore de lui expliquer que le CDC, très près, qu'il faut seulement prendre le téléphone et nous sommes là. There's a dengue outbreak going on right now. Bonne nouvelle pour les éleveurs et les agroéleveurs de la région de Nioro. La peste des petits ruminants et la péripneumonie contagieuse bovine, des maladies d'animaux qui font des ravages, seront bientôt éradiqués grâce au projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, dont les responsables viennent de tenir une rencontre d'information, de sensibilisation avec les acteurs de la région évoluant dans ce secteur. De Nioro du Sahel, Moussa Diakité nous en dit plus. L'élevage occupe une place de choix dans le développement économique de la région de Nioro. Les maladies animales comme la péripneumonie contagieuse bovine PPCB et la peste des petits ruminants PPR entraînent chaque année des pertes considérables pour les cheptels. C'est pourquoi les responsables du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS de Mali et ses partenaires sur le financement de la Banque mondiale s'engagent en informant et en sensibilisant les acteurs sur les plans nationaux stratégiques de contrôle de la première et sur l'éradication de la seconde. La région de Nioro, elle est très importante en matière d'élevage. Le nombre de petits ruminants, le nombre de bovins, avec la frontière aussi avec la Mauritanie. Je pense que vraiment la région de Nioro est bien choisie pour en tout cas partager ces plans. Les acteurs qui sont là ont déjà une expérience en matière d'exécution des campagnes de vaccination. La particularité qui est là, il faut respecter cette particularité, c'est-à-dire marquer les petits ruminants surtout pour ne pas revenir sur les mêmes animaux pendant les campagnes de vaccination. La rencontre a regroupé une cinquantaine d'éleveurs et d'agroéleveurs venus de tous les coins du Sahel dans le souci d'améliorer la santé animale et le contrôle des médicaments vétérinaires. Vu la pertinence donc des objectifs et des résultats attendus des plans, nous ne pouvons que féliciter les initiateurs de cette
activités et d'exhorter les participants à une analyse pertinente des différents aspects qui seront abordés ici, afin de sensibiliser davantage tous les éleveurs de la région de Nioro pour la vaccination des animaux contre ces fléaux. Comme le PRAPS 1, le PRAPS 2 intervient dans 6 pays du Sahel pour une durée de 6 ans. Inauguration de 3 salles de classe et 3 latrines à Sekodakoto dans le cercle de Djabarou et dans la commune rurale de Djaba, cercle de Kenyeba, financé à près de 40 millions de francs CFA par Fekola B2Gold. La cérémonie d'inauguration a regroupé autour du deuxième adjoint du préfet de Kenyeba des autorités politiques, des autorités de l'éducation, de la santé, des responsables de la société B2Gold et des villageois. Ces réalisations qui ont pu être possibles grâce à B2Gold dans la commune rurale de Dabia, cercle de Kenyeba, s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat mutuel bénéfique entre B2Gold et les communautés locales. En voyant ces femmes avoir des activités génératrices de revenus qui vont les aider quand même à subvenir à leurs besoins, en voyant ces enfants qui n'avaient pas accès à l'éducation à l'école aujourd'hui, qui à moins de 2 km ont des salles de classe pour apprendre. Je demande aux usagers de prendre bien soin de ces infrastructures-là. Le département des relations durables de Fekola SA n'est pas à son premier essai. Depuis des années, ce département a eu un impact positif sur toutes les communautés riveraines de la mine par la construction et l'équipement des écoles, la construction des salles de classe, la clôture de certaines écoles, la dotation en kits scolaires, la bourse d'excellence des meilleurs élèves. Composé de salles de classe, de centres de santé, centres de formation des femmes, entre autres, ces réalisations ont coûté plus de 153 millions de francs CFA à B2Gold en 2023. B2Gold est une société qui a toujours respecté les droits des communautés. Et l'impact se voit à travers ces réalisations. En moins d'une année, B2Gold avait injecté plus de 150 millions dans le cadre du développement communautaire. Au nom des autorités, nous ne pouvons que nous réjouir et remercier B2Gold pour vraiment ce partenariat gagnant-gagnant. Rappelons que l'ensemble des investissements communautaires de la mine d'or B2Gold s'articule autour de 3 grands secteurs, à savoir l'éducation, la santé, les activités génératrices de revenus. En 3e région, la chef de l'exécutif régional, à la tête d'une forte délégation, a dirigé la traditionnelle marche sportive et patriotique initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Partis de la devanture de domicile du chef de quartier de Mankourani 1, les marcheurs ont terminé leur périple à l'école du quartier par des étirements. Le compte rendu de Yurubala Diabaté et Suleiman Bamba. Initié par le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, c'est le quartier Mankourani 1 qui abrite la 4e édition de la marche sportive et patriotique qui se tient tous les premiers samedis du mois. En plus des services techniques, cette marche a mobilisé les jeunes et les femmes du quartier. Depuis le jour où on nous a informé de cette marche, nous sommes attelés pour faire au moins une très bonne mobilisation pour la circonstance. Parce que ça va améliorer la santé de nos vieilles personnes, quoi qu'il en soit. Et puis ça va nous donner un peu d'harmonie. Moi, c'est entre les jeunes, les femmes, la population. C'est pour donner une valeur aussi normale au sport. C'est pour montrer aux jeunes le droit chemin. Je les appelle solennellement pour qu'ils fassent réellement le sport de façon permanente. Cadre de cohésion et de brassage, la marche sportive et patriotique permet de rassembler tous les fils et filles du pays autour d'un idéal commun, celui du vivre ensemble, un concept si cher aux autorités. Les autorités de la transition pour avoir initié cette marche citoyenne qui joue un rôle crucial dans la citoyenneté et tout en renforçant le tissu social, la cohésion sociale et en améliorant la santé. Et le chef de quartier de Mankourani a eu à le dire. Aujourd'hui, c'est une communion fraternelle entre lui et sa population. Des étirements suivis des exhibitions en karaté, en cricket et des soulèvements de poids de 80 kg ont constitué les instants forts de cette marche sportive et patriotique.
Bon courage, Madame le Gouverneur. Encore ce communiqué du ministère de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a l'honneur d'informer les structures, organisations de la société civile et personnalités invitées que les rencontres respectivement prévues les 5 et 7 février 2024 à 16h au CICB avec le Premier ministre chef du gouvernement sont reportées à des dates ultérieures. Fait à Bamako le 5 février 2024. Ceci met fin à ce journal. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur ORTM1. Plaise à Dieu.